Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast sur un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de minimalisme et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à vivre de manière très minimaliste et ce que ça a changé dans ma vie. J'ai pas encore l'habitude de me présenter dans mes podcasts, mais donc je suis Pauline, je suis médecin généraliste en Belgique et j'ai décidé de créer cette chaîne qui est basée sur les articles de mon blog pour partager en fait avec vous, en me basant sur des, situations de la vie réelle, sur des besoins réels, sur des problématiques réelles, hem, pour, écrire des articles intéressants et mon but, c'est principalement de partager avec vous tout un arsenal de choses qui peuvent vous aider à aller mieux, au niveau psychologique, parfois au niveau physique et de manière globale, tout ce qui peut apporter en fait du positif dans votre vie, tout ce qui peut vous aider à être plus heureux. Ici, c'est mon premier podcast sur le minimalisme, mais je vous en reparlerai très régulièrement puisque c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, très constant dans ma vie et ça m'a énormément aidée. Ça a aussi énormément aidé d'autres personnes et c'est pour cette raison qu'on a autant de livres, autant de sites, autant de contenus en fait qui traitent du minimalisme, surtout dans le monde incroyablement effréné dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire, un monde où on consomme à tort et à travers et où on ne sait même plus où donner, de la tête, en fait. Donc ici, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, en fait, du maximalisme. Enfin, je j'appelle ça maximalisme, c'est un terme que j'ai lu sur internet qui décrit bien le fait de consommer, autant qu'on peut, en fait, avec les ressources, qu'on a, les ressources financières, qu'on a. Voilà. Le but n'est pas ici de dire du mal, de personnes que j'ai connues, de personnes de mon passé, mais, je te dois expliquer certaines situations pour, en fait, mieux faire comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi est-ce que le maximalisme, en fait, m'a tellement traumatisée. Alors il faut savoir que, j'ai grandi dans une, voilà, dans une famille, je ne vais pas citer, de personnes en particulier, mais, au je dirais, c'est même pas juste la famille, c'était l'environnement tout entier, en fait. Donc c'est-à-dire que ça soit au niveau du foyer ou au niveau des voisins, au niveau des connaissances, au niveau des amis et cetera, tout le monde avait une grosse baraque pleine de choses et donc, moi j'ai grandi, en fait, dans un environnement où eh bien, la maison était grande, mais elle était vraiment accumulée, enfin, elle était vraiment bourrée d'objets, en fait, qui faisait que c'était, en fait, ingérable. C'était vraiment totalement ingérable, une quantité de linge incroyable, une quantité de vaisselle incroyable, beaucoup trop d'objets, en fait, des tiroirs qui débordaient, de broles. En fait, moi, je viens de Wallonie, donc c'est comme ça qu'on appelle ça, chez nous en jargon, donc le brol. C'était le mot pour décrire le désordre, en fait, grosso modo et donc «Va un peu ranger ton brol», c'est un peu comme ça qu'on disait et je me souviens très bien de tous ces tiroirs, en fait, remplis de choses qui ne servaient à rien, des vieilles vis, des crasses, des vieux enfin, des vieux autocollants, un vieux porte-clés, des choses cassées, en fait, des choses cassées qui s'accumulaient, en fait, dans la maison, sans trop qu'on comprenne pourquoi. Il y avait des greniers, 2 greniers qui étaient remplis eux aussi de choses en fait qui étaient cassées ou qui n'avaient pas été utilisées depuis des années ou qui ne le seraient probablement jamais et en fait, je me souviens, étant enfant, en fait, que je me disais: «Mais pourquoi on garde, toutes ces choses?» et en fait, dans ma naïveté d'enfant, je me disais: «La solution au problème, c'est en fait de nettoyer beaucoup et de ranger beaucoup». Donc à un très jeune âge, je me suis mise à organiser en fait ces choses. Parce que j'avais pas en fait de contrôle sur le contenu de la maison, je veux dire. Effectivement, quand on est un enfant assez jeune, ou même un adolescent, je veux dire, c'est pas vous qui décidez ce qui se trouve dans la maison, en fait. C'est vous ne décidez pas de la quantité d'objets, vous ne décidez pas de ce que vous pouvez jeter ou pas, vous ne savez même pas conduire une voiture, c'est même pas envisageable, en fait, d'amener des choses à la décharge. Vous n'avez pas votre mot à dire, en fait. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre chambre à vous. Mais si la maison tout entière déborde de désordre et de choses inutiles en tout genre, vous ne pouvez absolument rien y faire et donc moi, je me souviens d'avoir eu, un sentiment, vraiment un grand sentiment, d'impuissance, mais aussi de ne pas avoir vraiment compris d'où venait le problème, au départ. C'est-à-dire que, ça je vous en parlerai aussi à un autre moment, mais j'ai arrêté de regarder la télé assez jeune, parce que je me suis rendu compte que ça m'embrouillait l'esprit, en fait et la quantité de publicité qu'on nous faisait regarder maintenant, c'est encore pire. Si je compare à quand j'étais petite, maintenant c'est bien, bien pire. Mais en fait, on nous met vraiment dans une éducation où à la fois les membres de la famille, à la fois les amis, à la fois,
le contenu en fait qu'on nous fait regarder, donc que ce soit les dessins animés aussi, nous prônaient un mode de vie consumériste, et puis les publicités entre les dessins animés. Enfin bref, tout vraiment est fait pour qu'on n'arrive pas en fait à penser en dehors de la boîte et ça, c'est vraiment quelque chose au début, j'ai vraiment eu du mal à mettre le doigt sur ce qui causait, le problème. Donc au début, comme tout le monde en fait, comme, la plupart des gens, à moins que vos parents vous aient amené à vous questionner, en fait, sur le bien-fondé d'un tel mode de vie maximaliste, je dois dire que c'est normal en étant jeune, quand on évolue dans un tel environnement et dans un tel style éducatif, de ne pas comprendre, en fait, de soi-même commencer à être, plutôt, maximaliste et donc au début, comme je vous dis, j'étais plutôt dans l'optique de devoir ranger et nettoyer les choses et je vous dis que j'ai commencé à un très jeune âge et je me suis vraiment épuisée, en fait. Quand je repense à tout ce que j'ai fait comme effort pour organiser la quantité incroyable de choses qui se trouvaient à la maison, je me dis: «Mais tous ces efforts, en fait, ne servaient à rien». Parce que maintenant j'ai 36 ans et chez moi, il y a pas grand-chose et le ménage n'est pas un problème, en fait. Il fait tout le temps propre, c'est tout le temps rangé et je ne me sens pas du tout épuisée, en tout cas pas à cause du rangement de la maison, pas à cause du nettoyage, pas du tout. Pas à cause de la lessive non plus. Mais donc voilà, donc j'en arrive au stade où, je suis épuisée, en fait, parce que je passe mon temps à ranger, je passe mon temps à nettoyer, mais ça change jamais rien parce que c'est toujours sale, c'est toujours, peu importe les efforts qu'on fait, que je faisais, c'est toujours, dans le désordre, c'est toujours, voilà, c'est toujours le raz-de-marée, en fait. Puis j'observais autour de moi, en fait, mais comme je vous dis, à ce moment-là, je faisais vraiment pas le lien entre, la façon dont les gens se sentaient, la façon dont les gens présentaient et leur façon de consommer, leur façon d'organiser leur vie, en fait. Mais une chose que j'avais remarquée, c'est que la plupart des gens que je voyais dans mon entourage qui vivaient de cette manière, je veux dire, vous savez, les gens qui essaient absolument d'avoir plein, plein, plein de trucs, qui voulaient amasser le plus d'objets possible, qui voulaient avoir la plus grosse voiture possible, et cetera, et cetera. Vraiment une grosse partie d'entre eux étaient, complètement déprimés et aussi en surpoids, pas du tout, fit quoi, pas du tout en forme, physiquement et ça m'avait assez frappée. On fait un petit accéléré de l'année de mes, 10-11 ans jusqu'à l'année de mes 20 ans et pendant l'année de mes 20 ans, voilà que je me retrouve à devoir abandonner toutes mes affaires. C'est vrai que j'étais pas très, très compliquée, donc j'avais pas des tonnes et des tonnes de trucs, mais j'avais quand même des objets en un certain nombre auxquels je tenais assez fort. C'est-à-dire, par exemple, j'avais des dizaines et des dizaines de livres, j'avais quelques souvenirs, j'avais du matériel pour apprendre, hein, donc pour apprendre les langues notamment et je me suis retrouvée en fait à devoir, abandonner ça du jour au lendemain. Ça ne m'a pas vraiment sur le moment, allez choquée, ça m'a pas vraiment traumatisée sur le moment, mais c'est vrai que, par la suite, j'ai essayé d'en récupérer une partie et je me suis rendu compte que je c'était impossible en fait parce que tous ces objets étaient tellement lourds, tellement impossibles à bouger, surtout quand on n'a pas de voiture et progressivement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'être attachée à tous ces objets, en fait, que ça me en fait, ça me compliquait la vie de me dire: «Ah oui, je vais retourner, par exemple, avec ma valise chercher, je sais pas moi, autant de livres». Alors que ces livres étaient là depuis des années à prendre la poussière sur mes étagères et que jamais je ne les relirais, quoi. Et donc progressivement, en fait, je sais pas, cet événement, de ma vie en particulier, ça m'a fait me rendre compte à quel point les choses, pouvaient vraiment être un poids, au propre comme au figuré et ça m'a vraiment donné envie de m'en débarrasser. Surtout comme je dis, à l'époque, je n'avais pas de voiture, donc je passais mon temps à essayer, en fait, de garder les choses que je pouvais garder, mais ça impliquait de déplacer des lourds sacs, ça impliquait mon truc, c'était surtout les bouquins, en fait, donc c'était des choses très, très lourdes et donc ça impliquait vraiment de faire des allers-retours avec des gros sacs, voilà, je me bousillais les épaules à porter toutes ces choses et cetera et puis, je sais plus trop comment, j'en suis arrivée, en fait, à lire sur le minimalisme ou en tout cas, je pense que j'ai commencé à faire ça de manière, naturelle, mais je pense qu'à l'époque, je suis aussi tombée sur le site, de Daniel Suelo. Je ne sais pas si vous le connaissez? C'est un Américain qui a vécu pendant, je pense plus que 10 ans dans une grotte, dans les canyons en Amérique, aux États-Unis d'Amérique et qui, en fait, avait un mode de vie où il vivait sans argent. Je mettrai peut-être le lien dans la barre de description par la suite, comme ça vous pourrez, aller voir son site. Hem et donc en fait
tout à coup, je me suis dit: «Mais on se complique vraiment la vie pour rien» et ça m'a pris, j'ai été donner si je me souviens bien, je pense que j'ai d'abord été donner quelques livres, à un magasin Oxfam qui se trouvait pas loin de ma chambre d'étudiante et je me souviens que le la sensation était assez agréable, en fait. Je me suis dit: «Ah, voilà un souci en moins. Ces livres que je viens de donner là, j'aurais plus besoin de les gérer, plus besoin de les déplacer». Et en fait, progressivement, j'ai commencé à donner de plus en plus de choses jusqu'au stade, en fait, où j'ai acquis, en fait, un état de presque, de minimaliste extrême, quoi. C'est-à-dire, je dis minimaliste extrême parce qu'en fait, je louais à l'époque des chambres d'étudiantes qui étaient meublées, donc j'avais pas besoin de déplacer des meubles, heureusement. Et le fait, en fait, d'avoir très peu d'objets, ça me permettait de déménager facilement parce que je déménageais, peut-être une fois par an. Enfin bref, en tant qu'étudiant, vous savez, c'est très, comment dire? On déménage très souvent quoi, grosso modo. Et donc en fait, je ne trouvais que des avantages au minimalisme. En plus de ça, le fait d'être très, très minimaliste, ça m'a vraiment aussi dépanné concernant le fait que je n'avais pas de voiture et aussi concernant le fait que je faisais des études qui étaient très, très difficiles. Les études de médecine, c'est, je pense, parmi les études les plus difficiles qu'on puisse faire. Je pense peut-être pas les plus difficiles, hein, je pense qu'il y a plus difficile que ça, mais néanmoins, ça demande vraiment de se concentrer et d'être à fond, dans son truc et je pense que le minimalisme, en fait, moi, j'attribue une partie de ma réussite, en fait, au fait de n'avoir pas possédé des choses. Et d'ailleurs, quand on y repense, enfin, quand j'y repense, je me dis: «C'est quand même fou de se dire que le fait d'avoir moins de choses, donc grosso modo l'inaction, le non-achat, la non-consommation, la non-possession, donc grosso modo le moindre effort, a plus d'effets positifs que l'effort effréné». Donc par exemple, courir après des biens, courir après, des possessions, essayer de courir après un statut social, courir après une image sociale et ça, je trouvais que c'était vraiment ça m'a toujours fascinée, même encore à l'heure actuelle, à un moment où j'ai terminé mes études, ça fait, presque 10 ans que je travaille. Ma vie est bien rodée et cetera, mais même encore à l'heure actuelle, je suis complètement fascinée par le fait d'avoir moins de choses, de faire moins d'efforts, a plus d'effets positifs et apporte plus de bonheur dans ma vie que l'inverse. Par ailleurs, une autre notion que je trouvais très, très importante, très, fascinante, c'est le fait que, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de posséder l'objet pour pratiquer l'activité. Donc le fait que j'avais donné des caisses et des caisses de livres, quand je vous dis, je ne sais même plus combien de sacs de livres, de lourds livres j'ai été donné à ce magasin de seconde main, mais honnêtement, je me suis limitée en fait à un livre à la fois. Je sais pas et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ça, que j'ai commencé à augmenter ma culture. Donc j'ai commencé à avoir plein de notions en tête, à lire de plus en plus et la vie n'a fait que devenir de plus en plus intéressante parce que c'est intéressant en fait de s'instruire sur, je sais pas moi, l'histoire, la sociologie et cetera et pourtant, je n'avais qu'un seul livre en fait, grosso modo et je tire un peu sur la corde, hein, peut-être que j'en avais 2 ou 3, mais bon bref, c'était vraiment, presque rien, quoi et je lisais, comme je vous dis, plusieurs heures par jour, alors qu'avant, quand j'avais énormément de livres, enfin, en fait, avant, je lisais aussi énormément, mais je veux dire que j'ai eu une période, en fait, où j'avais des bouquins et je lisais pas tant que ça et puis finalement, quand j'ai eu presque plus de bouquins, bah, je lisais encore plus, quoi. On fait à nouveau un accéléré entre l'année de mes 20 ans et l'année de mes 27 ans, à peu près. Je me rappelle plus exactement quel âge j'avais, mais bon, bref, j'ai commencé à travailler puisque j'ai reçu mon diplôme, donc j'ai été capable de travailler comme médecin. Donc du coup, n'ayant pas d'enfant, voilà, je me suis retrouvée avec un bon salaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je pense que je me suis dit que j'étais parvenue à un certain succès. Enfin, je ne sais plus trop comment j'ai réfléchi à l'époque, mais je pense que j'avais aussi une certaine frustration du fait de devoir travailler toute la journée. Et quand j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit, parce que c'était des horaires assez lourds, quand j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit, eh bien, je me suis un petit peu vengée en fait sur la consommation, dans le sens où j'ai commencé à acheter, alors que par le passé, par exemple, je passais beaucoup de temps à faire du crochet et du tricot, eh bien, tout d'un coup, j'avais plus du tout le temps de faire ça en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, la seule chose que j'avais le temps de faire, c'était d'aller chercher du fil le samedi. Je sais, ça paraît ridicule, mais je pense que c'est un processus qui se déroule chez pas mal de gens. Donc du coup, là,
Je dois dire que je ne travaillais pas autant d'heures parce que je voulais beaucoup d'argent. Je travaillais beaucoup d'heures parce que j'étais obligée en tant qu'assistante de respecter un contrat avec l'université et donc pendant 3 ans, le fait de faire un mi-temps n'était même pas une option donc je voilà, j'étais coincée en fait dans ce système où j'étais obligée de travailler beaucoup. Hem Et voilà, donc j'ai commencé à acheter, tout plein de trucs dont j'avais pas besoin. Voilà, comme je vous ai dit, pas mal de matériel d'artisanat, des magazines, des films, des livres, Les vêtements, ça va, je j'ai jamais acheté trop de vêtements, mais voilà, donc grosso modo, je me consolais, je pense, en consommant et voilà, malgré le fait que j'avais, plus d'argent, le fait que j'avais de plus en plus de possessions matérielles, en fait, je sombrais de plus en plus dans la déprime et en plus de ça, je me sentais mal parce que j'achetais des choses dont je n'avais pas besoin. J'ai toujours été plus ou moins écolo, au niveau, de ma mentalité, donc je me sentais vraiment mal d'utiliser des ressources dont je n'avais pas besoin. Je me rendais vraiment bien compte que j'avais pas besoin d'avoir, des centaines de pelotes de fil, mais c'était plus fort que moi et puis, sur le moment, le fait d'acheter des choses, ça me donnait l'impression d'avoir une espèce de liberté. Vous savez, cette liberté que j'avais perdue en allant travailler, en fait, en étant finalement obligée d'aller travailler et c'était vraiment un cercle vicieux parce que j'étais obligée d'aller travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'avais jamais eu l'intention de travailler autant, mais voilà, enfin, vous comprenez un petit peu le schéma, de ce qui s'est déroulé à ce moment-là et c'est vrai que même à l'époque, j'aurais pu et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, en ayant un salaire, continuer à être minimaliste et me concentrer sur d'autres choses. Par exemple, je regrette de ne pas avoir fait, plus de sport, d'avoir, voilà, de ne pas avoir fait des cours, je sais pas, de musique le samedi. Enfin bref, j'aurais pu faire d'autres choses qui n'impliquaient pas d'acheter des objets. Et tout s'est passé comme si j'avais perdu, en fait, ma mentalité minimaliste, ce que je ne j'avoue dans cette période-là de ma vie, je comprends pas trop, enfin, je vous ai un petit peu expliqué pourquoi j'en suis arrivée là, mais je c'est vraiment, frappant de voir comment une même personne peut avoir 2 comportements diamétralement opposés en réalité. Voilà, donc après, j'ai déménagé et à nouveau, je n'avais pas encore de voiture, j'allais en avoir une juste après, mais donc j'ai encore une fois dû faire un déménagement et au lieu de me dire: «Donne toutes ces choses dont tu n'as pas besoin, tu ne devras donc pas les déplacer». Non, je ne me suis pas du tout dit ça, j'ai tout déménagé. J'ai tout déménagé, dans la douleur quoi, je veux dire et donc j'ai déménagé dans ce nouveau logement, dans une autre ville. C'est un logement qui était très, très petit, donc j'ai au lieu encore une fois, hein, donc même après avoir géré le déménagement stressant à cause des choses, hein, si j'avais pas eu autant de choses et en réalité en étant une femme célibataire, enfin en tout cas en étant une femme, qui n'avait pas d'enfant, j'avais besoin de très, très peu de choses. J'aurais pu déménager avec une valise comme je le faisais quand j'étais étudiante, hein, à la limite. Donc j'avais déjà vécu ce énième déménagement stressant, mais cette fois-là, j'avais plein de choses à déménager et puis une fois que je suis arrivée dans le logement, il était beaucoup trop petit et au lieu de me dire: «Mais donne certaines de ces choses et allège-toi et tout sera beaucoup plus facile», non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout emballé dans des sacs et j'ai bourré la cave, en fait, avec toutes mes possessions. Alors là, je veux dire, c'est surréaliste parce que j'ai bourré la cave, je vous dis, la cave était remplie du sol au plafond. De mes, voilà, de mon fil, de mes magazines et cetera, donc ça n'avait aucun sens. Là, j'ai fait un accéléré encore d'un an, où on a déménagé en fait, donc d'un petit appartement à une grosse maison, vraiment très, très grosse et beaucoup trop grosse pour nous, d'ailleurs et là, l'enfer a encore monté d'un cran. C'est-à-dire que, je me suis retrouvée en fait dans une maison qui faisait peut-être 6 fois la superficie du logement que j'avais avant. Alors là, il y avait toute la place que vous vouliez pour mettre les affaires, que j'avais, mais par contre, le nettoyage me prenait, 6 heures sur mon samedi. Il fallait monter le linge, au deuxième étage, descendre le linge sale du deuxième étage, enfin bref, c'était vraiment une horreur. J'étais épuisée, hem et tout ça en fait et plus les factures d'électricité, de gaz, ça j'en parle pas non plus. Et tout ça, en fait, pourquoi est-ce que je maintenais ça? C'était parce que c'était une certaine, «fierté» entre guillemets. C'était dans un joli quartier et ça faisait un peu genre je fais partie du groupe, en fait. Donc rester habiter là alors que la maison était beaucoup trop grosse pour nous, c'était une belle maison et voilà, on avait un certain, statut social et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui continuent en fait à turbiner ou à courir dans cette roue comme un rat, pour le statut social en fait, pour l'image, qu'ils donnent et donc moi j'étais en fait coincée dans un espèce de cercle vicieux
où, j'aurais pas pu en fait, sacrifier ça. Ça aurait été difficile pour moi. On accélère encore une fois de 2 ans et demi et donc là, on se retrouve après un divorce et un déménagement à nouveau et voilà que je me retrouve dans un logement quasiment 3 fois plus petit que la grosse maison. Gros soulagement évidemment puisque c'était une surface beaucoup plus acceptable et j'avoue que, c'est vrai que ça faisait un peu mal de perdre, le bling bling en fait, l'aspect vraiment, je dirais approbation des autres puisque évidemment quand vivez dans un appartement au 2e étage, c'est dans un bloc, c'est beaucoup moins, glamour que quand vous habitez dans une grosse maison, mitoyenne mais néanmoins, sur le moment, ça m'a vraiment soulagée d'avoir voilà, une plus petite surface et tout sur le même niveau. Donc, ça, c'était vraiment génial. J'ai fait des grosses économies et cetera. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps, beaucoup moins d'entretien. Mais, malheureusement, le problème d'accumulation n'a pas changé. Donc au niveau de la quantité de choses, en fait, j'avais juste ramené mon brol avec moi. Si vous vous souvenez, ce que veut dire le brol, ça veut dire le désordre. Donc j'avais juste ramené mon brol avec moi et voilà donc, bien que le logement soit 3 fois plus petit, il était tout aussi chargé donc c'était vraiment, je vous dis des voilà des objets partout quoi, des quantités de linge plus importantes que ce que je pouvais gérer, je dirais donc constamment, vraiment 1 à 2 machines par jour. Il y avait tellement de linge que ça devait tourner. Si ça ne tournait pas, après 3 jours, on se retrouvait avec, toute la salle de bain qui était remplie de linge sale quoi. C'était une quantité de linge à ce point-là quoi. J'étais là avec mes stocks de fil à tricoter, que j'avais jamais le temps d'utiliser parce que forcément, j'avais pas le temps, je travaillais, je devais m'occuper de mes enfants et cetera donc et puis le la frustration de devoir ramasser constamment des jouets et des jouets en plus avec les enfants avec lesquels les enfants ne jouaient même pas donc c'était vraiment une grosse frustration en fait et la fatigue s'est vraiment accumulée. Accumuler, accumuler et en plus de ça, vous savez quand vous êtes, je pense que enfin, si vous n'êtes pas encore minimaliste, enfin pas encore, je sais pas si vous un jour vous serez minimaliste, mais si vous êtes minimaliste, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes fort maximaliste et que vous avez beaucoup de choses, je pense que vous ressentez probablement cela également. Mais le fait d'avoir trop de choses, c'est-à-dire le fait de consommer plus que ce dont on a besoin. Je ne sais pas, par exemple, le fait d'avoir, 50 paires de chaussures, je ne sais pas combien de pulls, je ne sais pas combien de pantalons, avoir beaucoup trop de linge de maison, avoir, des tonnes et des tonnes d'objets dont on n'a pas besoin, ça provoque vraiment beaucoup de sentiments négatifs. On se sent déprimé, on se sent fatigué, parce qu'on se rend bien compte qu'on utilise plus que enfin, qu'on n'arrive pas à gérer, en fait. On se sent aussi, parfois coupable parce que, voilà, on sait qu'on utilise des ressources dont on n'a pas besoin et puis, quand on a cette façon de fonctionner, on gaspille souvent aussi beaucoup de nourriture, donc on peut se sentir mal, voilà et en plus de ça, le fait de voir des objets que vous n'utilisez pas, bah, vous êtes constamment en train de vous dire: «Ah, cette machine à coudre là que j'ai depuis 10 ans et je m'étais pourtant, pardon, promise de devenir une grande couturière et finalement je ne sais même pas coudre un jean». Hem, donc ça provoque en fait, voilà du regret ou je sais pas, ça provoque plein de sentiments en fait contradictoires, négatifs qui vous font vous sentir mal. Alors que si ces objets n'étaient tout simplement pas là, vous n'auriez tout simplement pas ces sentiments. Fin 2024, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que j'avais eu trop d'années de grande fatigue? Est-ce que j'en ai eu vraiment tout d'un coup vraiment marre de ramasser des pièces de puzzle dépareillées, de ramasser des petits blocs, des petits bouts de plastique là cassés, de voir que malgré que je nettoie tout le temps, c'était quand même tout le temps sale? Eh bien, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais tout d'un coup, je me suis dit: «Mais en fait, personne n'a à me dicter, mon mode de vie». Parce que vous savez, quand vous consommez beaucoup, c'est aussi par rapport aux autres. Donc, le fait que les gens voient que vous ayez beaucoup d'objets, c'est aussi une certaine façon de se valoriser soi-même, en fait. Et à un certain moment, je me suis dit vraiment, j'en pouvais tellement plus de toutes ces choses que l'aspect bling bling, l'aspect possession, l'aspect approbation sociale et cetera, tout à coup, ça n'a plus d'importance pour moi. Je me suis dit: «Mais j'ai vraiment un grand besoin de simplification, quoi». Et puis je me souviens d'un jour comme ça où je suis restée comme ça, en fait, à regarder, le sol de l'appartement qui était jonché de jouets, de magazines, de fils, je ne sais quoi. En fait, j'avais beaucoup de d'armoires, enfin pas beaucoup, beaucoup, mais j'avais quelques armoires, quelques étagères et tout était rempli à craquer, en fait. Tout était rempli à craquer et rempli à tel point que j'étais obligée, en fait, de mettre des sacs sur le sol avec mes possessions et là, je me suis dit: «Il y a vraiment un gros souci, quoi». Je me suis dit: «Regarde un peu la quantité de fil à tricoter que tu as, tu n'as même pas le temps de tout tricoter, quoi». Même si j'avais tricoté toute la journée pendant des mois ou des années, j'aurais même pas pu terminer ce stock. C'était à ce point-là et puis je me suis dit: «Mais
Je vais commencer par jeter quelques petits trucs, je sais pas, je j'ai rattrapé la fièvre en fait, du minimalisme et je me souviens que j'avais particulièrement peur de toucher en fait aux possessions des enfants. Pour moi, dans ma tête, j'avais vraiment cette croyance que Hem, un enfant a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner, en fait, pour être heureux, que si vous voulez donner le meilleur à vos enfants, vous devez absolument leur offrir beaucoup de choses, beaucoup de jouets et c'est vrai que ça, c'est très difficile pour moi, mais j'en ai eu tellement ras-le-bol à ce moment-là, je me suis dit: «Non, je dois trouver une solution, en fait, pour que ça soit faisable, parce que là, ça marche pas». Donc je dois trouver une solution pour que ma vie soit plus simple, je dois trouver une solution pour que, mon logement soit plus propre, plus, enfin mieux rangé, quoi et donc j'ai commencé par petites touches, je me suis dit: «Mais je vais faire un petit test». J'ai fonctionné par test, en fait, donc du coup, ce processus de désencombrement m'a pris à peu près 1 an. J'ai commencé, je pense, un peu après l'été 2024 et je peux dire que j'ai eu presque terminé de désencombrer à l'été 2025. Et donc j'ai commencé par jeter, je sais pas moi, des trucs que je trouvais en dessous des lits ou des trucs que je trouvais ici et là. Par exemple, des pièces de puzzle d'un puzzle qu'on n'avait même plus et je suis passée encore jusque-là mon temps à les ranger. Vous vous rendez compte? Ça va vraiment loin, hein, cette façon de garder les choses. Donc j'ai commencé par jeter, les petits jouets en plastique qui sont cassés. Après, j'ai commencé un petit peu à observer, mes enfants. J'ai regardé un petit peu, les choses avec lesquelles ils ne jouaient en fait jamais. Je les ai mises en fait, j'ai pris l'habitude de mettre, certaines choses dans un sac, dans la remise, près de la porte d'entrée et d'observer en fait et la plupart des choses que je mettais de côté, mes enfants ne s'en rendaient même pas compte. Ils ne jouaient jamais avec en fait et ça leur manquait pas. Ils avaient en fait je pense que tous les enfants ont comme ça un bac de jouets, si on doit mettre vraiment les jouets qui sont utilisés quotidiennement, hein, je pense que ça remplit un bac ou 2, pas plus, je pense. Et donc, ils jouaient effectivement, toujours avec les mêmes poupées, toujours avec les mêmes peluches, toujours avec les mêmes, voilà, les mêmes, jouets de manière globale, quoi. Et donc j'ai commencé en fait à tout rassembler par sorte, en fait, un peu comme Marie Kondo a fait. Pourtant à l'époque, j'avais pas encore lu, le livre de Marie Kondo. Une fois que j'ai fini de jeter tout ce qui était cassé, je me suis attaquée à tout ce qui était doublon. Et en fait, en rassemblant tous les éléments d'un même type, je me suis rendu compte que j'avais par exemple, c'est ridicule, je sais, mais je ne me rendais même pas compte que j'avais par exemple, 6 ou 7 paires de ciseaux. J'avais en fait accumulé sur, quelques années des centaines et des centaines de crayons de couleur et de feutres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte? Donc j'ai retrouvé, dans les caisses de jouets, des tonnes et des tonnes de bouchons de feutre qui étaient complètement desséchés, donc j'ai retrouvé aussi le feutre, donc tous ces trucs-là, j'ai jeté. Mais aussi au niveau des crayons, je me suis dit: «Mais quel enfant sur cette planète a besoin d'avoir, je ne sais pas moi, 20 fois un crayon rouge?» Ça n'a aucun sens, donc du coup, j'ai gardé un ou 2 de la meilleure qualité, donc ceux qui étaient les meilleurs en fait. Pareil pour les feutres et j'ai donné le reste en fait. J'ai pas jeté, hein, j'ai pas il y a énormément de choses que j'ai données parce que beaucoup de choses étaient encore de en bon état. Donc j'ai donné. Pareil au niveau des draps de lit, j'avais pas besoin d'avoir, je sais pas moi, 12 parures de lit, donc j'en ai donné quelques-unes. Voilà, donc progressivement, j'ai donné tout ce qui était, doublon et le soulagement, en fait, s'est tout de suite fait sentir et en fait, ça avait tellement d'effets positifs que, j'ai continué comme ça, en fait, pendant 1 an. Après ça, en fait, enfin, durant cette année, c'est devenu vraiment une habitude, en fait, de faire un passage hebdomadaire au magasin de seconde main et j'ai eu comme ça des choses que j'ai vraiment eu du mal à donner. Par exemple, les stocks de fil à tricoter, j'ai vraiment énormément de mal à les donner, même au niveau des magazines de tricot et cetera. Je sais, c'est vraiment, probablement que si vous entendez ça, ça devrait vous faire rire, mais c'est on peut vraiment, s'attacher de manière très émotionnelle à ces possessions, quoi et donc je me souviens que pour le fil, ça, c'était vraiment le truc le plus grand défi, quoi, pour moi, de me débarrasser de mon fil et donc je me souviens que j'ai commencé à donner, je me suis dit: «Allez, donne tout ce qui est, par exemple, de matière de mauvaise qualité», donc le fil pas cher, par exemple. J'ai commencé à faire ça, puis, j'ai commencé à donner progressivement du fil que j'avais depuis des années et que j'avais pas utilisé et en fait, j'ai terminé par n'avoir plus que de 2 sacs, je pense, 2 gros sacs ou 2 gros paniers et ces 2 derniers là, c'était vraiment les plus difficiles à donner. Parmi les choses que j'ai jetées ou que j'ai données, c'est vraiment des choses que je dis, que je me suis trimballée pendant des années, parfois même 10 ans. J'ai enfin donné ma machine à coudre que j'ai pas utilisée depuis 10 ans et je la trimballais de déménagement en déménagement et finalement, je me suis dit: «Mais elle peut servir à quelqu'un. Si vraiment un jour j'ai un regret, j'en rachèterai une».
J'ai donné les chaussures trouées, les chaussures cassées, j'ai donné des bottines super belles, mais que j'avais jamais mises, mais je les gardais juste parce qu'elles étaient tellement belles à regarder et je me disais: «Peut-être un jour». J'ai donné, je sais pas combien de sacs cabas de supermarché réutilisables j'avais, parce que c'est censé être réutilisable, donc en principe, on devrait en avoir 2 ou 3 et j'en ai donné, je pense, peut-être, 20 ou 30. Voilà, je donnais ça, en fait, j'en donnais un à chaque fois que j'apportais des choses au magasin de seconde main, je leur disais: «Gardez le sac» et voilà, comme ça, ils pouvaient, voilà, servir à quelqu'un d'autre. J'ai donné des tonnes et des tonnes de gobelets en plastique alors que les enfants n'ont besoin que d'avoir un seul ou 2 peut-être à la limite, mais allez, verre de préférence, pas en plastique. On peut boire que dans un seul verre à la fois, mais c'était la folie des gobelets, quoi. Je veux dire, j'avais des gobelets qui traînaient partout, je passais mon temps à les laver, quoi. Alors que là, maintenant, bah, quand on veut boire de l'eau, bah, chacun va chercher son verre ou son gobelet et puis on le nettoie s'il est vraiment sale, sinon on met juste de l'eau dedans. Donc on n'a pas besoin d'avoir plus que ça. J'ai aussi, pris l'habitude en fait, de voilà, d'avoir mes livres en format électronique pour moi. Ça me permet de ne pas avoir des grosses, bibliothèques de livres. J'ai fini par, voilà, donner, tout un tas de meubles en fait que j'avais utilisés au cas où et en fait, au fur et à mesure, j'avais tellement moins de choses que j'ai commencé à donner même tout ce qui était outils de rangement. Donc, je ne sais pas vous dire combien de caisses exactement j'ai donné des caisses en osier, j'avais des crochets de porte, en fait. On avait tellement de linge que, par exemple, j'avais des espèces de petites armoires qu'on accrochait sur les portes pour mettre les chaussettes dedans. J'avais des crochets de porte à toutes mes portes pour mettre, par exemple, le linge, qui était sale. Je vous dis, on débordait de linge, donc il y avait tout le temps tellement de linge et en fait, ces crochets, tous ces outils de rangement, que ce soit des crochets, des caisses et cetera, ça appelle vraiment le désordre. Vous pensez que ça va vous aider à ranger, mais en fait, ça fait que aggraver le problème. Voilà, j'ai donné des étagères, j'ai donné, voilà, tous ces sacs, voilà, comme je vous ai dit, réutilisables. J'ai commencé à avoir de plus en plus d'armoires vides aussi parce que ça, j'ai regroupé, en fait, mes choses dans certaines armoires, ce qui fait qu'à la fin, j'avais même trop d'armoires. J'ai retrouvé, je pense que j'avais 5 ou 6 trousses de beauté, j'avais tellement de bacs à linge, en fait. J'avais tellement de linge qu'il me fallait 3 ou 4 bacs à linge pour mettre le linge sale. Pour vous donner une idée, hein, donc on avait vraiment énormément de linge. J'avais des rangements pour le papier, donc j'avais acheté, je pense, 6 racks en métal pour mettre sur mon bureau, parce qu'on avait aussi plein de tables, hein. Ça, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 ou 5 tables? Je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce qu'on avait besoin de 4 ou 5 tables, mais on avait 4 ou 5 tables et donc ces tables, eh bah, j'avais mis, des racks, en métal pour trier les papiers, en fait, que j'ai fini par finalement faut juste, scanner quoi, je l'ai gardé sur un disque dur. J'ai aussi été donner tout ce qui était, déchets parce que quand on accumule tout donc et aussi quand on n'est pas minimaliste, on consomme beaucoup donc on crée beaucoup de déchets. Je me souviens d'avoir fait des passages à la décharge où, je donne des sacs et des sacs de papier, de carton, des appareils électroménagers cassés, des jouets cassés, trop grands pour aller dans la poubelle. Voilà donc après je veux dire, j'ai eu un moment où j'ai un peu perdu mes marques parce que c'est vrai que qu'on passe d'avoir, énormément de choses à n'avoir plus grand chose, à un moment, on peut se sentir un petit peu, déstabilisé, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça a eu énormément d'avantages. Donc par exemple, ça a beaucoup amélioré mon estime de soi parce que, voilà, vous avez votre garage qui est tout en propre parce que vous n'attendez plus d'avoir, enfin, vous ne supportez plus d'accumuler quoi que ce soit. Donc, il y aura peut-être une caisse de papier et carton, mais il y aura pas, 5 sacs de papier et carton que vous attendez 6 mois avant d'aller les mettre à la décharge, quoi, vous voyez? Vous consommez beaucoup moins, il y a moins d'objets, cassés ou inutilisés. Quand quelque chose est cassé ou que je ne l'utilise plus, je l'apporte directement soit à la décharge, soit je le mets à la poubelle, soit je l'apporte au magasin de seconde main. Très généralement, j'apporte au magasin de seconde main parce que ça m'arrive plus vraiment très souvent d'avoir beaucoup de choses cassées ou, c'est généralement des choses que je donne en fait, qui ont une seconde vie ou une 3 vie auprès de quelqu'un d'autre. Donc là, ça va bientôt faire 2 ans en fait que j'ai recommencé à minimaliser et c'est la première fois de ma vie que je minimalise avec des enfants évidemment, puisque quand j'avais été très minimaliste, j'étais étudiante donc du coup, voilà, mais je ne regrette absolument pas. Je me suis rendu compte que toutes mes croyances étaient fausses.
notamment la croyance que les enfants ont besoin d'avoir beaucoup de choses pour être heureux. Si ce n'est pas vrai pour les adultes, ce n'est pas vrai pour les enfants non plus. Les enfants s'amusent avec tout et n'importe quoi. Amenez-les dans un parc, ils vont s'amuser avec un bâton et de la terre. Mettez-les à la maison, ils vont s'amuser avec les choses que vous avez. Je sais pas moi, avec un par exemple, un drap, je sais pas, juste là récemment, par exemple, j'avais une grosse caisse en carton et mes enfants ont fabriqué une tente avec, en mettant le canapé, des draps dessus et cetera, en mettant les petites lampes à l'intérieur. Enfin bref, ils se sont fait tout un monde, ils se sont amusés comme des petits fous alors que c'est même pas des jouets qu'on a ramenés du magasin. Hem, Maintenant, je suis plus focalisée sur la vie et pas sur les objets. Donc, je possède pas plein de trucs, mais je suis tout le temps active, en fait. Et c'est pareil, pour mes enfants. Donc au niveau, du bonheur, ben, le bonheur a augmenté inversement de manière inversement proportionnelle à la quantité de mes possessions. Donc, le moins j'ai eu, plus j'ai été heureuse. Maintenant, je pense aussi qu'il faut pas dépasser un certain stade. Je pense que si vous avez même pas la base, ça le minimalisme, quand il est trop extrême, je pense qu'il peut même, vous rendre très malheureux. Mais c'est à vous de regarder un petit peu jusqu'où vous voulez aller et jusqu'où, en fait, le fait de diminuer vos possessions augmente votre bonheur. Quand vous remarquez que le fait de diminuer encore vos possessions, commence à diminuer votre bien-être, et bien là, vous arrêtez de minimiser tout simplement. Par ailleurs, maintenant, tout ce que je possède, même si je ne possède pas grand-chose, je possède quelques éléments de qualité et surtout, ce qui est étrange, c'est de se dire que j'ai tellement peu d'objets, mais je me rends compte en fait du luxe dans lequel je vis. Je me rends compte que j'ai la chance de taper sur un ordinateur portable que j'ai pu acheter pas très cher parce que quelqu'un d'autre a travaillé pour le fabriquer. Je veux dire, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir une liseuse, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir de la nourriture tous les jours sur ma table, je me rends compte que j'ai de la chance de pouvoir utiliser la voiture ou même, d'avoir des bus qui passent dans la rue, enfin pas dans ma rue à moi, mais pas très loin quoi. Donc en fait, le fait d'avoir beaucoup moins, même si je possède beaucoup moins que la plupart des autres occidentaux, je me rends compte que par rapport à 90 de la planète, je vis un mode de vie extrêmement luxueux. Ça, c'est que c'est un des effets secondaires du minimalisme en fait, de développer une grande gratitude. Je voudrais terminer ce podcast. C'était un podcast, pas des astuces cette fois-ci, c'était assez personnel, mais comme je vous ai dit, j'adore parler du minimalisme et j'adore parler de la simplicité. Je vous ferai probablement pas mal d'articles là-dessus et pas mal de podcasts. Je voudrais terminer ce podcast en disant que pour moi, le minimalisme, ça m'a toujours aidé et que ça aide énormément de gens. Le minimalisme m'a toujours plus aidé et beaucoup plus aidé qu'aucune consommation n'a jamais pu le faire. Et donc, si vous n'avez pas encore découvert les bienfaits du minimalisme, je vous encourage vraiment à faire un peu de tri, à diminuer un petit peu la quantité de vos possessions, sauf si vous n'avez que très peu, bien sûr, hein. Si vous êtes déjà très minimaliste, je ne vous demande pas de diminuer encore plus, mais peut-être passer un petit peu de temps à regarder autour de vous si tout ce qui vous entoure est vraiment nécessaire dans votre vie. Regardez un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes tout le temps énervé? Est-ce que vous travaillez trop, que vous aimeriez diminuer? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de simplifier votre vie? Et pourquoi pas vous laisser tenter par l'aventure? Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à consulter mon site, hein, je mettrai l'adresse, dans la barre de description et je vous retrouve bientôt pour un autre sujet.